Parlons santé dans l'édition de Regard panafricain de ce soir. Rassembler 1 milliard de dollars pour accélérer la fabrication africaine des vaccins, c'est en tout cas l'ambition affichée par l'Union africaine qui co-organise un sommet ou alors un forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale à Paris avec la France. Mais l'on est en droit aujourd'hui de s'interroger, est-ce une nouvelle stratégie diplomatique de Paris que d'organiser avec l'Union africaine un tel forum sur la santé? L'Union africaine est-elle prête à révolutionner le secteur sanitaire sur le territoire? Quelles pourraient être les stratégie à aborder? Eh bien, on en parle dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Exceptionnellement, nous parlerons d'un sujet qui n'a rien à voir avec l'actualité en ce moment, mais qui a fait l'objet de plusieurs échanges sur For You Media Africa. Il s'agit des biens mal acquis des Occidentaux sur le territoire africain. L'Occident refuse-t-il toujours d'admettre plusieurs années après la colonisation, l'esclavage, les biens mal acquis sur le territoire africain, en pointant du doigt plusieurs chefs d'État du continent africain, comme le président de la Guinée équatoriale ou celui du Gabon ou plusieurs autres, en ce qui concerne des biens frauduleusement acquis et d'ailleurs confisqués la plupart du temps par cet État français ou plusieurs autres États. Eh bien voilà les sujets qui meubleront notre émission Regard panafricain de ce soir. Et cette émission reçoit d'ailleurs le docteur Sango. Il est politologue et internationaliste. Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio de For You Radio. Bienvenue à vous. Bonsoir Madame Cassandra Bégoudé, c'est un plaisir d'être encore là ce soir. Je vais dire bonsoir aux multiples téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver encore dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Regard panafricain démarre donc tout de suite après cette transition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Plusieurs chefs d'État africains et premiers ministres ou encore ministres de la santé publique sur le territoire africain sont à Paris pour ce forum sur la souveraineté et l'innovation vaccinale. Au-delà de ce forum, que se cache-t-il derrière cette présence africaine accrue sur le territoire français? Est-on en droit de penser que Paris a mis en place une nouvelle stratégie pour embrigader le territoire africain ou alors le continent africain dans une nouvelle diplomatie ou alors une politique d'invasion du territoire? Eh bien, on en parle avec le docteur Sango. Docteur Sango, déjà de prime abord, on sait que l'un des présidents dans la communication en ce qui concerne ce forum a été suffisamment faite. Eh bien, il s'agit du président Diomaye Diakhar Faye sur le territoire français. Mais plusieurs autres de plusieurs pays africains s'y trouvent. Quel regard premièrement posé sur un tel forum qui se tient à Paris depuis ce jeudi 20 juillet 2024 au matin? Déjà d'entrée de jeu, le président sénégalais serait un élément du système, puisque ici il faut davantage privilégier le système qui est l'Union africaine, puisque lorsqu'on voit ce forum, c'est l'Union africaine qui est l'initiatrice et c'est l'Union africaine qui est fondamentalement représentée de ce côté-là. Donc Diomaye Faye, qui fait partie, n'est-ce pas, de cette Union africaine, s'y trouve justement parce que il est membre, son pays est membre de l'Union africaine. Lorsque je l'ai dit, il faut comprendre que c'est une vérité éternelle que une ambition pour laquelle vous n'avez pas de moyens est un crime. Et si aujourd'hui l'ambition de l'Union africaine est de faire de l'Afrique un continent souverain en termes, n'est-ce pas ici, en termes sanitaires, est une bonne chose, il faut cependant questionner les stratégies qui visent à souverainiser le continent africain sur ce plan-là. Et les stratégies aujourd'hui peuvent être querellées et querellables sur deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est que lorsqu'on parle de la souveraineté, on ne parle pas, n'est-ce pas, des questions de souveraineté hors de son territoire. Lorsqu'on parle de la souveraineté d'un État, c'est l'ensemble des éléments et des actions qui visent, n'est-ce pas, à rendre cet État autonome
tant du point de vue, n'est-ce pas, des politiques, mais aussi surtout du point de vue des actions. Donc, on aurait très bien sollicité de par, n'est-ce pas, cette logique, que ce sommet-là se tienne sur le sol africain, parce que ça parle des affaires africaines, parce que ça a pour objectif le continent africain. Donc, à partir du moment où ce sommet-là a été organisé du côté, n'est-ce pas, de Paris, hors du continent africain, cela pose un problème du point de vue, n'est-ce pas, de la souveraineté du continent africain. Ça, c'est de un. Le deuxième élément qui peut également porter à querelle, c'est le fait, n'est-ce pas, de compter sur ces bailleurs de fonds internationaux pour financer ce forum-là. Parce que lorsque vous voyez la manière dont ce forum-là attend d'être budgétisé, cela pose problème du point de vue, n'est-ce pas, de l'autonomie même de ce futur forum, n'est-ce pas, sur la souveraineté sanitaire du continent africain. Lorsqu'on voit les acteurs, les bailleurs de fonds, on a par exemple les États comme l'Allemagne qui s'engagent à donner 318 milliards de dollars à ce mécanisme. On a les États tels que la France qui s'engage à hauteur de 199 milliards de dollars, le Royaume-Uni à 60 milliards de dollars, aux côtés d'autres financeurs tels que les États-Unis, le Canada, la Norvège, le Japon et la Fondation Bill Gates. Lorsque vous voyez ces États financeurs aujourd'hui, vous comprenez bel et bien que c'est des États qui, à un certain moment donné, ont décidé de prendre l'Afrique en otage. Parce qu'il ne faut pas aujourd'hui analyser les actions de manière décousue avec l'histoire du continent africain. Lorsque vous voyez le retard du continent africain aujourd'hui, vous arrivez à la conclusion selon laquelle ce sont ces États-là qui ont fait en sorte que le continent soit à cet état-là. Donc aujourd'hui, que ces États-là se mettent encore ensemble pour penser la souveraineté du continent africain, cela ne peut pas passer sans soulever des interrogations. On voit bel et bien que c'est des stratégies qui visent non seulement à continuer à tenir le continent africain, mais aussi et surtout à faire en sorte que ce continent ne soit jamais souverain sous aucun autre plan. Il ne faut pas éluder ce forum-là, n'est-ce pas, des enjeux géopolitiques qui bouleversent le monde aujourd'hui. Nous savons que nous savons fondamentalement que l'Afrique aujourd'hui est en train de vouloir se libérer de ces puissances occidentales. On voit bel et bien que l'Afrique aujourd'hui veut s'émanciper, est en train de s'émanciper de ces puissances occidentales et que ces puissances occidentales sont aujourd'hui concurrencées par d'autres partenaires sérieux qui entendent travailler d'égal à égal avec les pays africains. Donc, voyant donc cette menace, voyant donc cette défractation des pôles de centralité sur le plan international, ces pays occidentaux, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, sont en train de s'organiser pour revenir avec force. Donc, à mon avis, et en tant que simple analyste, je pense que le continent africain ne doit rien attendre de ce forum-là. L'Union africaine ne devrait pas s'y rendre, ou du moins ne devrait pas procéder de cette manière-là, parce que c'est une manière qui vise non pas à doter l'Afrique de sa souveraineté, mais à l'empêtrer une fois de plus dans ce mécanisme, dans cette dynamique d'oppression et de colonisation du continent africain. Donc, deux éléments fondamentaux pour sortir de cette première prise de parole, c'est, n'est-ce pas, l'élément d'extraterritorialité. Il était souhaitable que ce sommet-là se tienne sur le sol africain parce que, parlant des problèmes africains, et deuxième élément qui fait problème, c'est la manière de financer ce forum-là, le budget de ce forum-là qui est fondamentalement constitué par des puissances occidentales. Et vous savez que la main qui finance est toujours tentée d'orienter et de dicter les politiques.
C'est la même chose avec nos organisations d'intégration sous-régionale aujourd'hui en Afrique. L'Union africaine, c'est la même bêtise, c'est-à-dire le même reproche que nous faisons à cette Union africaine-là, qui n'arrive pas à s'autofinancer, qui est totalement dépendante de la manne étrangère. À partir de ce moment-là, il y a des conséquences sur sa manière de se mouvoir. Et nous voyons pourquoi cette Union africaine-là n'est pas souvent efficace et pertinente sur les problématiques qui portent sur le continent africain. Okay. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'on peut dire d'entrée de jeu sur ce forum, n'est-ce pas, sanitaire de souveraineté et de l'innovation vaccinale du continent africain. C'est une stratégie savamment pensée par les pays occidentaux pour essayer de revenir avec force en Afrique à l'effet de la tenir de manière, dirais-je, infinitésimale. Eh bien, sur place, le président Diomaye Diakhar Faye, on l'a mentionné tout à l'heure, mais également le président du Rwanda, Paul Kagame, se sont exprimés. On n'oublie pas Moussa Faki Mahamat, qui est la voix autorisée pour parler au nom de l'Union africaine, sachant qu'il est le président de la commission de celle-ci. Il rappelle d'ailleurs devant ses frères et sœurs d'Afrique et voilà les différents ministres et chefs d'État africain que l'autonomie de l'Afrique en matière de vaccins reste encore un chantier. Et c'est un chantier tout de même que c'est le cas pour la souveraineté politique. Alors si Moussa Faki Mahamat sur le territoire français peut le dire et qu'en même temps on peut avoir des annonces comme quoi des sociétés allemandes sont encore en train de préparer sur le territoire rwandais des vaccins à prodiguer contre le Covid-19 et le paludisme. On se souvient qu'en Namibie, en Gambie et puis en Mozambique, des essais sont déjà en train d'être faits en ce qui concerne le vaccin contre le paludisme, par exemple, et que le Sénégal, aujourd'hui, s'ouvre à ce monde-là. Eh bien, Dr Sango, s'il s'agit réellement d'une stratégie de Paris pour retourner sur le territoire africain et dans plusieurs pays, que font donc les pays africains? Peuvent-ils faire face à cette stratégie quand on sait la précarité justement qui est décrite par ces chefs d'État de l'aspect du secteur sanitaire sur le territoire? Écoutez, la question et la problématique de l'inégalité de l'accès aux vaccins sur le continent africain a été mise en lumière par la pandémie de Covid-19 il y a pratiquement 4 ans aujourd'hui. On a vu que le continent africain pouvait se doter d'une certaine autonomie défensive en termes vaccinaux, sans toutefois compter sur les puissances occidentales. Le continent africain qui était parti pour être la cible la plus essentielle de cette pandémie-là est sorti, n'est-ce pas, par la grande porte, parce que ce continent-là a développé des mécanismes, n'est-ce pas, de protection contre cette pandémie-là. Et il y a même eu, n'est-ce pas, des vaccins qui ont été, n'est-ce pas, définis par les Africains, mais qui malheureusement n'ont pas reçu l'accréditation au niveau international parce que nous sommes dans une communauté internationale totalement manipulée. Donc cet enjeu-là est essentiel. La politique d'autonomisation vaccinale aujourd'hui du continent africain ne mérite pas d'être faite automatiquement avec les puissances occidentales. Le continent peut s'organiser par lui-même et par lui-même pour définir cette politique-là. Ça, c'est de un. De deux, la critériologie des États dont vous venez de faire face là n'est pas neutre. Lorsque vous prenez les pays ou les représentants des pays comme le Sénégal, le Rwanda et même le président de la Commission de l'Union africaine, c'est des présidents ou du moins des leaders africains aujourd'hui qui ne voient pas l'avenir du continent africain sous l'œil de la souveraineté. Et c'est des présidents aujourd'hui qui voient le continent africain beaucoup plus sous la grille de lecture dépendantiste occidentale. C'est des présidents qui sont encore aujourd'hui prêts à se livrer comme des entités instrumentales au jeu de la manipulation
occidentale. Si on prend par exemple le cas spécifique du président Diomaye Faye, c'est quelqu'un qui a nourri beaucoup d'espoir lorsqu'il était candidat à la présidentielle au Sénégal. Mais depuis qu'il est devenu président, une fois qu'il a été nanti du pouvoir, on a vu qu'en réalité, il y a eu une véritable césure entre les promesses de la campagne et les réalités du pouvoir. Nous nous apercevons aujourd'hui que c'est quelqu'un qui s'oriente beaucoup plus vers cette politique de la France-Afrique. Bref, quelqu'un qui voit l'Afrique encore dans l'avenir de la France-Afrique. Si vous prenez le cas du président rwandais également, c'est la même logique. Vous voyez bel et bien comment ce président se comporte dans ses actions sur le continent africain et même au niveau international. C'est quelqu'un qui est encore en accord avec les puissances occidentales pour maintenir l'insécurité en RDC. Récemment encore, il a accepté que les réfugiés occidentaux soient déportés en Afrique, comme pour dire que l'Afrique serait en quelque sorte la poubelle de l'Europe. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui encore sous la direction, j'ai envie de dire, en phase avec les puissances occidentales pour continuer à maintenir l'Afrique sous leur pôle. Donc, ces représentants des États-là, en réalité, ne sont pas neutres. Vous les avez évoqués, c'est des présidents qui contrastent avec une autre grille de lecture du continent africain aujourd'hui. Et vous savez bel et bien qu'il y a des grilles de lecture de l'avenir de l'Afrique aujourd'hui qui s'opposent. Nous avons d'un côté ceux qui pensent que l'Afrique peut déjà se prendre en charge et qui travaillent quotidiennement pour que cette Afrique-là se déconnecte du processus de colonialité et d'impérialisme. J'ai envie de parler ici des États de l'AES et de beaucoup d'autres États qui travaillent quotidiennement pour s'émanciper des puissances occidentales. De l'autre côté, nous avons encore malheureusement certains États qui acceptent encore de jouer le jeu des puissances occidentales et qui pensent que l'Afrique n'est pas encore suffisamment mûre pour fonctionner d'elle-même. Malheureusement, parmi ce camp-là, nous avons encore les présidents comme Diomaye Faye, les présidents comme Kagame, les présidents comme Alassane Ouattara et bien d'autres encore que je ne saurais citer ici. Donc voilà en quelque sorte comment il faut voir cette approche-là. Le sommet de France aujourd'hui, c'est un sommet stratégique qui démontre que les puissances occidentales, conscientes de la réalité internationale qui est de plus en plus complexe et défavorable à leurs intérêts, sont en train de s'organiser pour revenir avec force. La question est donc de savoir comment est-ce que l'Afrique se comporte face à cet enjeu-là. Pourquoi est-ce que l'Afrique n'arrive pas à comprendre que ce sommet-là est un appât, est une stratégie, autant pour moi, pour maintenir le continent africain. Pourquoi le continent africain ne peut pas voir en ce sommet-là un enjeu géopolitique qui peut sonner, n'est-ce pas, une alerte pour leur unité et pour leur organisation sur le plan interne. Au moment où l'Afrique doit à jamais parler avec unanimité et univocité sur des questions essentielles, celle-ci continue malheureusement à briller par des diversions, les divisions, les divergences sur des questions essentielles. C'est malheureux, mais il faut le dénoncer par des moyens d'élimination systématique parce que si l'Afrique continue à se comporter ainsi, je pense que la libération du continent africain prendra encore beaucoup d'années. Il est donc urgent que les pays africains dans leur ensemble s'organisent et prennent, n'est-ce pas, le train qui est en marche et qui a été lancé par ces États de l'AES qui ont compris que il est important de cheminer par soi-même, de prendre en main sa souveraineté et d'évoluer de manière autonome sur le plan international.
Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. Et bien sûr, le territoire africain, on a plusieurs structures de fabrication ou alors de production de vaccins comme les entreprises sud-africaines Aspen ou encore Biovac, l'Institut Pasteur de Dakar, le Centre Pasteur au Cameroun ou dans d'autres pays, le sud-coréen Biologics, voilà, et actuellement, seul fournisseur de vaccins contre le choléra, par exemple, qui se sont rendus à Paris. On rappelle qu'à la fin de ces premières sessions, si on peut les appeler ainsi, de ce jour, le président Emmanuel Macron annonçait déjà que de manière prioritaire, le système sanitaire sera soutenu par un mécanisme financier nouveau, celui-ci qui vient donc de Paris, sera soutenu également par Biovac, sera soutenu, ou du moins Emmanuel Macron annonce le soutien de Biovac en Afrique du Sud et plusieurs autres structures vaccinales. Alors si sur le plan sécuritaire, la France est chassée du territoire africain, elle attaque le secteur sanitaire, mais est-ce que cela peut avoir mouche, si on peut le dire ainsi? Est-ce que cela peut réellement prendre effet sur le territoire africain si jamais les chefs d'État décidaient de mettre à jour, par exemple, dans leur stratégie, eh bien, le secteur sanitaire, par exemple, ou encore le secteur biologique, ou encore le secteur des sciences, si vous préférez que cela soit dit ainsi? Je pense que cette stratégie-là pourrait, n'est-ce pas, faire mouche ou alors prospérer Oui. si les dirigeants africains encore n'arrivent pas à ouvrir les yeux et à comprendre les enjeux qui traversent aujourd'hui la scène internationale. Cela va bel et bien prospérer tant qu'il y aura encore sur le sol africain des dirigeants sans vision, des dirigeants qui ne conçoivent pas l'avenir de l'Afrique conformément aux intérêts du continent africain. Malheureusement, encore, nous avons ce genre de dirigeants aujourd'hui. Et le problème avec ce sommet-là, c'est quoi? C'est qu'en réalité, nous sommes en train de comprendre que la France et les puissances occidentales dans leur ensemble ont du mal à changer leur manière de faire. Aujourd'hui, nous voyons que la stratégie du hard power n'a pas marché ou du moins a du mal à passer aujourd'hui sur le sol africain. Lorsqu'on parle de la stratégie du hard power, c'est cette stratégie-là qui privilégie la violence, cette stratégie-là qui privilégie l'insécurité, le terrorisme, cette stratégie-là qui privilégie la guerre pour faire passer les intérêts. Aujourd'hui, on voit bel et bien que cette stratégie-là a été vomi par le continent africain. Et maintenant que ça a été vomi, ces puissances occidentales veulent maintenant surfer sur la stratégie du soft power. Et parmi les éléments de ce soft power figure bel et bien la stratégie sanitaire aujourd'hui. Donc, la stratégie sanitaire participe de cette nouvelle stratégie innovée par des puissances occidentales pour continuer à maintenir l'Afrique ou du moins pour consolider leur présence sur le continent africain. Mais cela ne peut prospérer que si sur le sol africain on a encore ce qu'on appelle des endocolons, des présidents qui n'arrivent pas à comprendre les réalités du continent africain aujourd'hui, ou du moins qui refusent, parce qu'on ne saurait parler d'incompréhension, les contextes étant différents aujourd'hui. Le contexte qui prévaut aujourd'hui, c'est un contexte qui est, n'est-ce pas, à l'homologation des connaissances. Tout le monde aujourd'hui est informé des grandes problématiques qui traversent les États. On ne saurait dire que ces présidents qui se comportent ainsi ne sont pas conscients de ce qui se passe. C'est justement un manque de volonté délibérée de leur part qui le caractérise et qui fait tout simplement qu'ils veulent se livrer encore comme des entités instrumentales au jeu de cette manipulation internationale, justement parce qu'ils veulent sauvegarder des intérêts personnels, égoïstes, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général du continent africain, et qui n'est rien d'autre que l'unité de ce continent-là et la libération de ce continent-là dans
dans son ensemble. Voilà le problème de l'Afrique aujourd'hui. Et l'équation de libération du continent africain doit se trouver là. C'est une équation qui voudrait que l'Afrique procède de manière, n'est-ce pas, convergente. C'est une équation qui voudrait que l'Afrique comprenne que elle a été détruite, n'est-ce pas, ensemble. Lorsque les colons sont arrivés en Afrique, ils n'ont pas privilégié un État au détriment de l'autre. Ils ont décimé le continent africain dans son ensemble. Et cette réalité-là voudrait donc que, pour que cette Afrique-là se relève, qu'elle travaille de manière convergente, qu'elle se mette ensemble pour vaincre cet ennemi-là qui est de plus en plus, n'est-ce pas, présent pour se maintenir sur leur sol. C'est ça l'équation aujourd'hui. Tant que l'Afrique ne va pas trouver cette équation-là, elle restera toujours vulnérable vis-à-vis des puissances occidentales. Donc, l'Afrique a été défaite ensemble. Ce n'est qu'ensemble qu'elle pourra se relever. Voilà donc la situation aujourd'hui. La stratégie de Paris, le forum de Paris qui s'inscrit dans la dynamique des autres forums dans le passé. Vous savez qu'on a vécu également le forum sur le financement des économies africaines qui s'est tenu à Paris. Tout ce qui concerne l'Afrique est pensé ailleurs. Donc, c'est quand même impensable. Ce n'est pas quand même cohérent. Et il faudrait que l'Afrique cesse de se livrer comme un éternel enfant. Les choses de l'Afrique doivent se décider sur le sol africain par les Africains et peut-être inviter d'autres personnes. Ce n'est pas que on parachute les problématiques africaines ailleurs. Ce n'est pas qu'on doit décider des problèmes africains ailleurs. Les choses africaines doivent se décider sur l'Afrique, sur le sol africain, et c'est cela qui participe de ce qu'on appelle la souveraineté des États. On ne peut pas mobiliser le paradigme de souveraineté, parce que lorsque vous lisez ce forum-là, on dit c'est le forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Il y a le paradigme souveraineté. On ne peut pas quand même manipuler tout un continent de cette façon-là. On ne saurait parler de souveraineté et aller parler des problèmes de l'Afrique. Alors vous pensez que plutôt que d'aller défendre les intérêts des pays africains, les chefs d'État et chefs de gouvernement sont plutôt allés ternir une fois de plus l'image des pays africains, tout à fait. Montrer une Afrique toujours dans le besoin? Tout à fait, c'est à peu près comme avec ces sommets internationaux que ces puissances occidentales livrent aujourd'hui sur la scène internationale. Vous savez que chaque puissance occidentale aujourd'hui organise des sommets pour réunir tout un continent sous un prisme bilatéral. On a la France-Afrique, Russie-Afrique, Japon-Afrique, et plus récemment encore on a eu Corée du Sud-Afrique. C'est quand même une hérésie du point de vue des relations internationales. Donc, il est important que l'Afrique mette un terme à cela. Je parle de l'Afrique parce que on ne peut pas compter sur ses bourreaux pour arrêter cela. Il faudrait que l'Afrique prenne conscience de cette crise de conscience et intègre la réalité selon laquelle, dans les relations internationales, il n'y a que la souveraineté des États qui prévaut. Il y a deux mécanismes de gérer les relations internationales. Nous avons le mécanisme bilatéral où deux États peuvent échanger ensemble sur des problématiques importantes de leurs États, et le mécanisme multilatéral où une organisation internationale peut échanger avec un État sur la scène internationale. En dehors de ces deux techniques de gestion des relations internationales, les autres techniques ne sont que des saupoudrages, des mécanismes de manipulation qui n'ont rien à voir avec l'autonomie et la souveraineté des États sur le plan international. Donc l'Afrique doit ouvrir les yeux. C'est à elle de comprendre qu'elle doit se respecter. Parce que vous ne pouvez pas demander le respect sur le plan international si vous-même, vous ne montrez pas les actions de ce respect-là. Commencez vous-même par vous respecter et les autres comprendront que ici, ils n'ont pas de choix que de vous respecter. Je pense qu'on peut prendre l'exemple d'un pays comme la Corée du Nord aujourd'hui. La Corée du Nord
lorsque vous l'analysez du point de vue, n'est-ce pas, économique, ce n'est pas un pays qui caracole aussi les premières positions sur la scène internationale. Mais la Corée du Nord a su s'imposer sur le plan international à partir, n'est-ce pas, de son indice de respect. Aujourd'hui, n'importe quel pays sur le plan international parle avec respect à ce pays-là parce que ce pays-là a montré sur la scène internationale que la Corée du Nord n'est pas n'importe quel pays. C'est aux pays africains de s'inscrire dans cette dynamique pour imposer à ces puissances occidentales le respect dont ils mérite. À vous écouter, docteur Sango, on décèle que vous aurez peut-être apprécié un forum sur la vaccination ou encore l'autonomie et puis l'innovation, la souveraineté vaccinale sur le territoire africain s'il s'était tenu, je ne sais pas, à Lomé ou encore à Addis Abeba avec des entreprises africaines, avec des financements africains qui vont vers les pays africains. Alors on va un tout petit peu parler de cette organisation Gavi qui co-organise ce forum avec la France et l'Union africaine qui se vante d'avoir un bilan de 40 pays partenaires qui ont collaboré avec eux depuis 2000, 18 maladies infectieuses qui ont été guéries ou alors prises en charge comme le paludisme ou encore le Covid-19, l'Ebola sur le territoire africain avec une participation des pays africains quand même à hauteur de 941,8 milliards de dollars américains depuis 2008. 11 millions de décès auraient donc été évités sur le territoire africain grâce à cette organisation. Alors, les pays africains ont-ils manqué l'occasion, une fois de plus, de véhiculer ou alors de soutenir la pharmacopée africaine, de mettre en lumière cette pharmacopée dont on parle depuis plusieurs années sur le territoire africain, en embrassant ces pratiques d'ailleurs qui, on le rappelle, ont eu à faire beaucoup de dégâts dans les années 1900 sur le territoire africain après les vaccins. On se souvient de ces cas d'aveuglement, par exemple, rien qu'au Cameroun, notamment à Bafia, pour ne citer que cela. Alors, cette politique de mendicité, docteur Sango, est-ce que vous pensez que les pays africains pourraient s'en détacher uniquement à travers l'action du peuple? Car aujourd'hui, on a l'impression que les dirigeants non plus de direction, malheureusement. Est-ce que le peuple aujourd'hui est donc en droit ou alors en position de revendiquer cette richesse, de revendiquer ce soutien africain aux Africains sur le plan sanitaire, ainsi de pousser les dirigeants à rejeter cette nouvelle stratégie diplomatique de la France? Tout à fait. Le peuple a cette puissance-là, le peuple a cette force-là et le peuple, n'est-ce pas, a cette capacité. Pourquoi? Parce que le peuple aujourd'hui est conscient du fait que tout ce que les puissances occidentales ont miroité aux pays africains n'était que du bluff et de la manipulation. Aujourd'hui, les populations africaines sont davantage conscientes du fait que la pharmacopée africaine peut aussi participer à leur soigner, et à leur protéger et à leur guérir de certaines maladies qui sont généralement causées par les puissances occidentales. Il faut relever ici que plusieurs maladies qui déciment le continent africain aujourd'hui sont des constructivismes savamment pensés par des puissances occidentales. Je ne vais pas citer ici le sida. Il y a le sida qu'on peut mettre en exergue. Il y a même ce paludisme qu'on peut mettre en exergue. Même cette Ebola, c'est également leur initiative. Et plus récemment encore, la pandémie du Covid-19. Donc, la santé est devenue un instrument idéologique des puissances occidentales pour manipuler et tenir les pays africains sous leur joug. Il ne faut pas oublier les techniques de stérilisation de ces puissances occidentales qui passent généralement par ces vaccins pour tenir le continent africain. Et lorsque vous voyez les firmes pharmaceutiques, les grandes firmes pharmaceutiques qui accompagnent ces puissances occidentales dans l'actionnariat de leur initiative, vous comprenez bel et bien que ce ne sont pas des initiatives
des initiatives neutres. Si vous voyez, on prend par exemple le cas de la fondation Bill Gates. Nous savons qui est Bill Gates. Nous savons que Bill Gates, c'est quelqu'un qui est au service du capitalisme. C'est quelqu'un qui façonne les présidents au niveau occidental. Les présidents, par exemple, comme Emmanuel Macron, sont le fruit de ces initiatives financières, de ces officines financières. Donc, aujourd'hui, on doit intégrer la réalité selon laquelle le domaine sanitaire n'est pas politiquement et idéologiquement neutre. Il faudrait que les Africains intègrent cette réalité-là et comprennent que la seule façon de s'en sortir, n'est-ce pas, de ce problème-là, est de compter sur sa pharmacopée qui a démontré sa puissance et son efficacité sur le terrain. Je ne vais pas, n'est-ce pas, m'éviter ici de faire une analyse comparative avec le passé. Okay. D'accord? Lorsque vous prenez par exemple l'espérance de vie aujourd'hui sur le sol africain, vous convenez avec moi que cette espérance de vie contraste avec celle que nous avons vécue à l'époque de nos grands-parents. Nos grands-parents vivaient 100 ans, 95 ans, 110 ans. Mais aujourd'hui, c'est à peine que quelqu'un peut dépasser 51 ans de vie en termes d'espérance de vie. Pourquoi cette réalité-là? Justement parce que nous ne sommes pas restés fidèles à nos traditions, à nos coutumes. Nous ne mangeons pas conformément à notre environnement. Nous mangeons tout ce qui nous vient de l'extérieur. Or, à partir du moment où vous n'êtes pas autonome du point de vue de votre alimentation, à partir du moment où vous n'êtes pas autonome du point de vue des médicaments, vous restez totalement vulnérable au service, n'est-ce pas, des puissances étrangères qui peuvent vous cueillir à tout moment. Donc, l'enjeu, Madame Cassandra, c'est que le continent africain fasse ce qu'on appelle le retour aux sources, en faisant confiance à son environnement, à ses capacités, n'est-ce pas, de protection et de traitement. On a tout aujourd'hui sur le continent africain. La preuve, ces médicaments pharmaceutiques qui sont fabriqués par ces puissances occidentales trouvent leur matière première sur le sol africain. D'accord? Ces comprimés, ces vaccins ont pour matière première les écorces, les plantes médicinales qui sont en Afrique. Pourquoi ne pas donc comprendre qu'en réalité, nous avons même le vaccin et les médicaments qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, c'est une question de prise de conscience, comme j'ai souvent l'habitude de dire, dans une sorte de crise de conscience. Et cette prise de conscience-là est progressivement en train de s'instaurer, de prendre place sur le sol africain, parce que de plus en plus, nous avons des peuples qui entendent d'influencer les dirigeants africains aujourd'hui. Certains dirigeants africains aujourd'hui n'auront presque pas plus de choix. Et bref, ne vont plus se comporter comme dans le passé. Ils seront presque contraints à redéfinir leur façon de faire à l'effet de les adapter aux réalités de l'environnement africain et aux réalités des desiderata de la population. Voilà l'enjeu aujourd'hui. Les contextes ne sont pas les mêmes. L'enjeu, c'est quoi? C'est que les maladies qui déciment aujourd'hui les pays africains aujourd'hui ne sont pas nées en Afrique. C'est des maladies qui sont parachutées et créées par des puissances occidentales. À partir de ce moment-là, on n'a qu'une chose à faire: retourner aux sources, faire confiance à nos écorces et à nos plantes pour pouvoir y faire face à cette situation. L'exemple de la pandémie Covid-19 est un indicateur indélébile aujourd'hui. On a vu comment le continent africain a vaincu la pandémie 19 au moment où les pays occidentaux, n'est-ce pas, mouraient comme des fourmis, n'est-ce pas, dans l'huile. Donc, on voit bel et bien que ce qu'ils avaient pensé contre l'Afrique s'est retourné contre eux, parce que l'Afrique, à un certain moment donné, a fait confiance à sa pharmacopée et celle-ci
lui a permis, n'est-ce pas, de faire face à cette pandémie du Covid-19 pensée par les puissances occidentales pour décimer et réduire la population africaine. Mais les pays africains, Dr Sango, ont-ils seulement le pouvoir, la puissance financière nécessaire pour accompagner, parce qu'il ne s'agit peut-être pas forcément d'acceptation de cette pharmacopée, il faut aussi l'accompagnement de celle-ci. Ont-ils seulement le pouvoir, la liberté d'accompagner ces pharmacopées et autres industries pharmaceutiques africaines sur leur territoire, à un moment où l'on sait que l'industrie pharmaceutique est un véritable business, que ce soit aux États-Unis, en France, en Italie, en Belgique ou je ne sais, ou encore au Canada par exemple, en Allemagne également, qui d'ailleurs sont des pays qui sont très installés sur le territoire africain en ce qui concerne la fabrication de vaccins ou encore la distribution de vaccins. Est-ce que ces pays ont seulement la liberté et le pouvoir de se mettre à dos ces industries pharmaceutiques étrangères pour soutenir les pharmacopées africaines? Oui, ces pays africains ont à la fois la liberté et le pouvoir. Je vais reformuler. Est-ce que les dirigeants africains ont ce pouvoir et cette liberté de le faire? Tout à fait. En réalité, les dirigeants africains devraient avoir cette liberté et ce pouvoir-là. Et du point de vue de la réelle politique, il y a certains dirigeants africains qui ont déjà, ou du moins qui se sont déjà donné ce pouvoir et cette liberté-là. Et le continent dans son ensemble peut avoir cette liberté et ce pouvoir-là, à condition de se mettre ensemble et de développer des politiques totalement autonomistes. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Lorsque vous parlez de la présence de ces industries pharmaceutiques en Afrique aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche au continent africain de tourner le dos à ces industries pharmaceutiques sur le sol africain aujourd'hui? Parce qu'en réalité, pour que ces industries pharmaceutiques s'installent dans un sol africain, il faut bel et bien que le continent africain leur donne son consentement. Et ces industries ne s'y installent pas par leur propre force. Il y a ce qu'on appelle le consentement préalable qui est donné par l'État, n'est-ce pas, hôte africain. Donc aujourd'hui, voyant les enjeux qui se cachent derrière cette sanitarisation des relations internationales, il est donc important que les pays africains revoient leur stratégie de déploiement au niveau des relations internationales et disent non à ces industries pharmaceutiques sur le sol africain et privilégient les mécanismes endogènes, n'est-ce pas, de la santé. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les moyens dont vous évoquez aujourd'hui, ces moyens-là, en réalité, ce ne sont pas des moyens qui tombent du ciel. Les moyens ne naissent pas ex nihilo. Les moyens se créent. Et le continent africain peut créer ces moyens-là. En faisant quoi? En travaillant ensemble, en se mettant ensemble, en sortant, n'est-ce pas, du franc CFA, d'accord? Et en conditionnant leurs matières premières et leurs ressources naturelles sur le plan international. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Lorsque vous voyez par exemple la manière dont les ressources naturelles et les matières premières du continent africain sont vassalisées sur le marché international, comment est-ce que le continent africain peut se définir une monnaie? Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la dédollarisation. C'est des mécanismes qu'il faut privilégier. Et la dédollarisation passe aussi et surtout par la dotation des monnaies nationales sur le plan local. Or, aujourd'hui en Afrique, nous avons des pays qui n'ont pas leur propre monnaie. Si on reste par exemple sur ce précaré français, ces ex-colonies françaises, aucun pays n'a sa monnaie. D'accord? À partir de ce moment, comment est-ce que vous allez constituer un pouvoir financier? Vous ne pouvez pas. Donc, il faudrait donc aujourd'hui, pour que le continent se dote d'un pouvoir financier énorme qui reste jusqu'aujourd'hui l'outil de chantage des puissances occidentales sur le plan international, il est important que ces pays africains s'organisent, sortent du franc CFA et définissent une monnaie qui sera adossée sur leurs matières premières et les ressources naturelles telles que l'or. À partir de ce moment-là,
les choses vont se renverser et les puissances occidentales n'auront plus de choix que de revoir leur façon de faire. L'actualité aujourd'hui est ce que nous voyons en Russie aujourd'hui. C'est ce que Vladimir Poutine est en train d'implémenter aujourd'hui en Russie face à cette guerre russo-ukrainienne qui oppose son pays aux puissances occidentales. Vous savez que Vladimir Poutine, face aux sanctions qui lui ont été imposées par les puissances occidentales, a développé une stratégie économique qui risque de mettre en situation défavorable les puissances occidentales. C'est laquelle? C'est qu'il a imposé les échanges aujourd'hui, n'est-ce pas, en Russie par le rouble. On n'échange plus en Russie par l'euro, avec l'euro et le dollar. On échange avec les autres devises. À partir de ce moment-là, le dollar et l'euro vont chuter sur le plan international. Parce que si les États-Unis sont aujourd'hui une puissance sur le plan international, c'est justement parce que ce pays-là a su imposer au niveau des échanges internationaux le dollar comme monnaie internationale. C'est ça l'enjeu. Le continent africain peut aussi expérimenter cette stratégie russienne sur le sol africain en sortant du franc CFA, en définissant leur propre monnaie et en l'orientant vers d'autres devises autres que l'euro et le dollar, qui restent des monnaies impérialistes, des monnaies, n'est-ce pas, hégémoniques sur le plan international. Donc, oui, le continent africain peut à la fois avoir la liberté et le pouvoir, à condition, n'est-ce pas, de s'organiser et de poser les politiques, n'est-ce pas, qu'il faut sur le plan national et international. Merci docteur Songo pour votre analyse, voilà, apportée dans le cadre de cette émission Regard panafricain. En ce qui concerne notre première thématique, avec les quelques minutes qui restent, nous parlons donc de ces biens mal acquis sans transition des Occidentaux sur le territoire africain et la vérité qu'ils refusent d'accepter. Alors on le sait, la famille Obiangema de la Guinée équatoriale, la famille Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ou encore la famille Bongo du Gabon ont souvent été pointés du doigt comme ceux-là qui ont brillé par l'acquisition de biens, en tout cas de manière frauduleuse sur le territoire occidental. Eh bien, puisqu'à chaque fois, les comptes et autres biens ont été confisqués et scellés sur les territoires extérieurs. Mais il y a une chose qui n'a pas souvent été mentionnée, c'est les biens mal acquis des Occidentaux sur le territoire africain. On peut également parler des biens mal acquis des Occidentaux, des Africains, même sur leur territoire. On pourrait parler de l'ancien président sénégalais dont les affaires continuent d'être parfois lancées, par exemple, dans des ventes aux enchères et dont la France voudrait absolument s'approprier. Ceci également pourrait peut-être faire partie de votre analyse, je ne sais pas. Mais en tout cas, docteur Songo, lorsqu'on parle de biens mal acquis des Occidentaux sur le territoire africain, depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation, à quoi pouvez-vous penser directement? Écoutez, Madame Cassandra, la politique des biens mal acquis est une politique qui s'inscrit dans une stratégie hégémonique des relations internationales. Ok? Lorsqu'on parle des biens mal acquis, qu'attend-on par bien mal acquis? Ce sont des biens qui sont, n'est-ce pas ici, acquis par des dirigeants africains sous la grille des sources de la corruption, sous la grille des sources de détournement, et sous la grille des sources, n'est-ce pas ici, de privatisation des ressources publiques. Or, il se trouve donc que c'est bien mal acquis par certains dirigeants africains le sont justement parce que il y a le consentement et l'accompagnement des puissances occidentales à un certain moment donné. Pourquoi je le dis? Je le dis justement parce que on voit bel et bien que ces puissances occidentales-là soulèvent ce problème lorsque le dirigeant en question avec qui ils ont travaillé jusque-là à un certain moment donné a décidé de ne plus leur obéir n'importe comment. C'est en ce moment-là qu'il lève le problème de bien mal acquis pour l'exposer
sur la table, n'est-ce pas, internationale au public. C'est ça le problème aujourd'hui. Oui. Donc c'est un instrument de manipulation, un instrument d'influence et même de déstabilisation des puissances africaines par les puissances occidentales. Ça c'est de un. De deux, lorsqu'on parle des biens mal acquis, il ne s'agit pas seulement des biens mal acquis des pays africains sur le sol européen, par exemple. Parce qu'on voit bel et bien que lorsque ces présidents africains sont au pouvoir, ils accumulent des richesses, des biens immobiliers, parfois non pas dans leur sol, mais sur les sols européens, à travers les biens immobiliers, à travers les paradis fiscaux, à travers les entreprises écrans. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Or, aujourd'hui, on doit aussi poser la problématique à l'envers, ou du point de vue, n'est-ce pas, de la réciprocité et des relations internationales. Lorsqu'on reste, par exemple, sur le plan historique, on voit bel et bien que, parlant des biens mal acquis, c'est même le continent européen qui devrait aujourd'hui, n'est-ce pas, essayer de rendre compte au continent africain. Parce que historiquement, on a eu, n'est-ce pas, des phénomènes tels que la colonisation, des phénomènes tels que l'impérialisme, des phénomènes tels que l'esclavage. Mais qu'est-ce que c'est ces phénomènes? Lorsqu'on parle de la colonisation, c'est quand même une politique qui donne la capacité aux pays colonisateurs de prendre tout sur, n'est-ce pas, les pays colonisés sans demander le point de vue de qui que ce soit. On ne va pas remettre sur la table ici les accords lyonnais qui spoliaient le sol et le sous-sol du continent africain et qui mettaient cela à la disposition des puissances occidentales. On ne va pas remettre ici, par exemple, la spoliation de l'énergie humaine avec la traite négrière. Cette énergie humaine qui a construit l'Europe, les États-Unis et qui aujourd'hui reste aujourd'hui important pour la construction du continent africain. S'il faut rester cohérent du point de vue historique et du point de vue des relations internationales, c'est l'Afrique aujourd'hui qui devait poser cette problématique des biens mal acquis sur le plan international et dans les relations internationales. Mais chaque fois qu'on a parlé de cette question, justement, ce que les présidents occidentaux ont eu l'habitude d'appeler la question mémorielle ou autre chose dans le même genre, eh bien, les conclusions n'ont pas été satisfaisantes, que ce soit les remboursements ou encore dédouaner, par exemple, les populations ou même rembourser, voilà, les différentes sommes ou même restituer les objets cultuels et culturels qui ont été attrapés ou alors arrachés aux différents pays africains. Les conclusions n'ont jamais été concluantes. Tout à fait. Vous savez pourquoi? Justement parce que c'est le plus fort qui impose les réparations. D'accord? C'est ça le problème aujourd'hui. Lorsque vous voyez les différentes réparations qui ont été opérées sur le plan des relations internationales, après la première et la deuxième guerre mondiale, par exemple, c'est les États vainqueurs de ces deux guerres-là qui ont imposé des réparations aux États tels que l'Allemagne, par exemple. Ok? Lorsque vous voyez, par exemple, la réparation du génocide juif, par exemple, c'est les États bourreaux qui ont imposé des sanctions. Et lorsque c'est l'État bourreau qui impose la réparation, d'accord, cette réparation-là ne peut pas bénéficier aux États opprimés. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la formule africaine des biens mal acquis, n'est-ce pas, du continent européen sur le sol africain ne prospère pas sur le plan international, justement parce que l'Afrique n'est pas en position de rapport de force. C'est de ça qu'il est Alors question. même dans cette problématique des biens mal acquis, il est question de rapport de force. Absolument. Il est question d'une Afrique qui n'arrive pas à faire le poids face aux puissances occidentales qui continuent de piller. Alors quand on parle de biens mal acquis, docteur Songo, des Occidentaux, en ce qui concerne le fonctionnement du franc CFA sur le territoire africain, avec la restitution d'une bonne partie des biens des territoires africains à la France qui continue de fabriquer cette monnaie à la chamalière, peut-on
inclure l'utilisation de cette monnaie dans le panier des biens mal acquis des Occidentaux? Bien sûr, bien sûr. Mm. Au-delà du fait que cette monnaie-là soit une monnaie, n'est-ce pas ici, hein, impérialiste et coloniale, c'est une monnaie, n'est-ce pas, qui entre sous le prisme des biens mal acquis. Pourquoi? Parce que à partir de cette monnaie-là, la France s'enrichit illicitement au détriment des pays africains. Si on vous rappelle le schéma qui accompagne l'implémentation de cette monnaie-là, vous allez comprendre que c'est un schéma qui participe à enrichir la France au détriment des pays africains. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous dit que les pays africains qui utilisent le franc CFA ou les pays africains dans leur ensemble représentent près de 2% dans le commerce mondial, en réalité, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le continent africain n'est même pas présent. Il y a certains pays africains qui ne sont pas présents dans ce commerce international. Parce que pour être présent dans le commerce international, il faudrait que vous ayez votre monnaie, il faudrait que vous ayez la capacité et la capacité de commercialiser vos ressources naturelles et vos matières premières sur le sol africain par vous-même. Or, dans le cadre des États qui utilisent par exemple le franc CFA, il n'en est pas question aujourd'hui. On voit que dans ces États, c'est la France qui prend les matières premières et les ressources naturelles des pays africains, qui s'en va les vendre sur le plan international à un prix fixé par elle et qui revient donc donner une maigre partie aux États africains après avoir reversé ce qu'elle appelle, n'est-ce pas ici, hein, les droits de réserve à la chamalière. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Avec une telle politique, comment est-ce que les États africains peuvent se développer? Comment est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une monnaie d'oppression, une monnaie qui permet à la France de se développer au détriment des pays africains? Donc, votre question est fondamentale et elle permet de montrer qu'aujourd'hui, les États africains, pour qu'ils soient puissants sur le plan international, ou du moins pour qu'ils puissent imposer leur point de vue dans cette politique de réforme et de réparation sur le plan international, il faudrait qu'ils acquièrent ce qu'on appelle l'indice de puissance qui va leur donner le rapport de force. C'est les pays forts qui imposent des réformes et des réparations à leurs bourreaux. Tant que vous n'avez pas la puissance, vous n'avez pas la force, vous ne pouvez rien imposer à votre grand frère, à votre bourreau. C'est à peu près comme la métaphore de ce grand frère et de ce petit frère qui bagarrent à la maison chaque fois. Chaque fois, le grand frère tape le petit frère. Mais le jour où le petit frère grandit, le petit frère n'accepte plus d'être tabassé par le grand frère. Il attaque même cette fois-ci parce qu'il se sent suffisamment puissant, il se sent suffisamment fort pour riposter. Okay. Lorsque vous n'avez pas ces soubassements, vous ne pouvez pas soulever la tête, ou du moins, si vous la soulevez, on vous la coupe et on vous abat. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui sur le plan international. Donc, le revers des biens mal acquis posés par les Africains sur le sol africain de la part des Européens n'arrive pas à prospérer, justement parce que encore l'Afrique n'est pas puissante, l'Afrique reste encore balkanisée, clivée, divisée, au lieu de se mettre ensemble pour renverser les choses sur le plan international. Donc, à partir de mon analyse, vous comprenez donc la solution qu'il faut pour que cette formule-là prospère sur le plan international. La solution, c'est que l'Afrique se mettent ensemble et sortent du franc CFA. Merci, docteur Songo. Une thématique sur laquelle nous reviendrons certainement dans d'autres éditions, dans d'autres émissions sur For You Radio ou encore sur For You Télévision. Merci infiniment pour vos analyses apportées dans le cadre de cette émission Regard panafricain. À très bientôt, docteur Songo.
C'est moi qui vous remercie, Madame Cassandra Bégoudé. On n'a pas vu le temps passer et je remercie aussi les multiples téléspectateurs, téléauditeurs aussi, Oui. qui ont pris le temps pour suivre nos modestes analyses qui participent à l'évolution du combat panafricain. Et merci infiniment à tous ceux qui nous ont écoutés sur notre fréquence, la 96.3 FM, à ceux qui nous regardaient sur nos différentes plateformes internet, For You Media Africa, sur Facebook ou encore sur YouTube. Merci à la partie technico-artistique savamment orchestrée par Kelly, à la mise en onde et derrière les caméras. Regard panafricain vous donne rendez-vous une prochaine fois. Restez en compagnie de For You Radio. Les programmes et les informations se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir, Libreville.